Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ça a été toujours un réel plaisir de vous avoir en ce net moment, amis téléspectateurs de la communication plus. Bienvenue encore une fois de plus à votre nouveau numéro de votre émission qui pense femmes. Je ne cesserai jamais de vous rappeler que cette émission reçoit pour vous des femmes qui se sont démarquées chacune dans son domaine. Elles passent justement sur ces beaux plateaux afin de pouvoir partager leur expérience à la jeunesse, mais aussi éduquer, édifier la jeunesse congolaise. Sur ce, aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir pour vous une femme battante. Elle, c'est Madame Stéphanie Kikoumé. Voilà. Elle est actrice du changement. Elle est fondatrice de l'ASBEL Femmes Excellentes pour une société idéale. Elle a plusieurs casquettes. Alors avec elle, nous allons devoir échanger sur l'apport de la femme au sein des institutions 64 après l'indépendance et quel doit être l'apport de la femme au sein des institutions. Alors, je disais tantôt, amis téléspectateurs, que sur ces beaux plateaux, je suis avec Madame Stéphanie Kikoumé, voilà, à qui je dis bonsoir, bienvenue. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom, madame. Merci beaucoup, madame Ethnie Fataki. Ça a toujours été un plaisir de venir répondre à votre invitation. Exactement. Je vous remercie, salut, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je suis madame Stéphanie Kitoumé moi-même. Kitoumé, je suis désolée. Ça arrive. Mais, oui, hein, en tout cas, désolée d'avoir massacré votre nom. Je suis désolée. C'est pas grave. Mais est-ce que les téléspectateurs peuvent savoir un peu plus sur la personne de madame Stéphanie Kitoumé? Comme je le disais tantôt, madame Stéphanie Kitoumé Mwamini, présidente de l'association Femmes Excellentes pour une société idéale. Pourquoi parler de la femme excellente? Parce que elle doit être capable de relever les défis, capable de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés ses compatriotes. Cette femme, elle est excellente parce qu'elle est porteuse des valeurs républicaines. Cette femme, elle est excellente parce qu'elle est actrice du changement aux côtés des hommes. Okay. Et si nous avons eu la motivation de créer cette ONG, c'était sur base de notre vécu. C'était sur base de notre parcours personnel. Là, c'était déjà en quelle année? C'était déjà en 2010. 2010, aujourd'hui, nous avons déjà 14 ans d'existence. On voulait juste apporter notre pierre de contribution au développement de notre pays. Ok. Et allez-y, c'était quoi la motivation? Oui, je disais que la motivation est que dès le bas âge, je m'étais retrouvée entre oncle, tante et grand-mère. Okay. Je n'ai pas vécu avec mes parents. Oh là là. J'étais toute petite, mes parents étaient trop jeunes, ils n'avaient pas le temps pour s'occuper de moi et j'ai vécu tellement de choses. Ben, des bonnes choses, avec des mauvaises choses aussi à côté, qui, si je m'étais laissé faire avec ces mauvais souvenirs, je n'allais pas me retrouver aujourd'hui avec vous, madame Fataki. Peut-être je pouvais être au cimetière, soit dans un hôpital, soit dans une prison. Mais on a fait ce qu'on appelle la résilience. Okay. On a refusé une vie imposée. On a refusé d'abandonner. Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai même été victime du phénomène enfant dit sorcier. Okay. Oui, quand c'était vers l'année 90, quand il y avait la crise ici dans notre pays, et les gens avaient des difficultés à survivre, et c'est pendant cette période qu'il y a eu l'éclosion de beaucoup d'églises de réveil.
Et dans ces églises de réveil là, tous les enfants qui étaient dans une mauvaise position, dans une famille, étaient taxés des sorciers. Exactement. Alors, je me souviens bien, quand on m'a dit que j'étais sorcière, je ne comprenais ni la couleur, ni quoi que ce soit. Alors, j'ai regardé comme ça, je croyais que c'était de la blague. Et à un moment donné, on a commencé à me priver de la nourriture. Voilà. Non, tu dois seulement dire, tu dois seulement avouer, tu dois seulement expliquer comment tu voles la nuit et tout. J'ai dit, je vais expliquer quoi, je ne comprends pas ce que vous me dites là. Et au bout de 2 à 3 jours, quand je n'en peux plus, quand je n'en pouvais plus, parce que j'avais faim, j'avais besoin de manger, j'étais obligée de mentir. Exactement. De faire des aveux, là, fabriquer de toutes pièces, oui, je suis sorcière et tout, pourvu qu'on puisse me donner à manger. À manger. Et pire encore, c'était que... C'est triste ça. Il m'arrivait aussi de ne pas aller à l'école. On me privait d'aller à l'école, on a dit non, tu es sorcière, tu vas aller ensorceler les autres enfants pendant que j'avais besoin d'étudier. Et ça me rongeait, ça me faisait énormément mal. Et quand je devais rester à la maison, j'étais obligée d'aller vendre les beignets de ma grand-mère. À la route, pendant que mes cousins étaient devant la télé, ils partaient à l'école, ils regardaient la télé, ils jouaient, mais moi, je n'avais pas cette liberté. Et puis encore, ma grand-mère me disait que s'il n'y avait pas de clients pour acheter ces marchandises, c'était moi qui étais le blocage. Non, Donc, par moments, ça fait rire. Mais je vous jure, c'était un calvaire et ma vie était condamnée comme ça. Et c'est comme ça que vous allez voir que des enfants, beaucoup d'enfants dans des pareilles circonstances, si pas dans un pareil environnement, ils font ce qu'on appelle la rébellion. Hein. Ils fuient la maison et puis ils se retrouvent dans la rue. Et les enfants disent de la rue. Et c'est comme ça que ce phénomène a commencé. Et à un moment donné, je me disais, il y avait une voix là qui me disait que ça va aller, courage. Des fois, je faisais même 2 mois sans aller à l'école. Et quand je rentre à l'école, je me battais et je réussissais toujours. Wow. Et quand je réussissais, il y avait toujours ma grand-mère qui disait que non, non, moi, j'ai volé l'intelligence de mes cousins. Parce qu'elle n'était pas intelligente. Quand même, ils allaient à l'école chaque jour. Et moi, quand on me prouvait même pendant 2 mois à l'école, et après, quand je rentre à l'école, j'allais réussir. À un moment donné, quand j'étais, je me souviens, en 4e des humanités, pendant qu'elle me maltraitait à la maison, ça ne suffisait pas. J'étais trop endurante, hein. J'endurais et puis je supportais. Elle est allée même voir notre préfet d'études pour lui dire que non, non, cette fille-ci, vous devez la chasser parce qu'elle est sorcière, elle risque d'ensorceler les autres enfants et tout. Elle a pris tout son temps pour aller expliquer l'histoire de ma vie à notre préfet. Et quand elle est partie, le préfet m'a appelé, il m'a dit, ma chérie, courage, sois forte. Et comme ça, à l'école, dans la salle de classe, j'étais seulement seule. Voilà. Et des fois, quand les professeurs demandaient des réponses à ces questions, des fois, j'avais des réponses. Et quand seulement je vais donner la réponse, des fois, j'avais des trous de mémoire parce que j'étais tellement très traumatisée. Traumatisée, exactement. Mais malgré ça, j'étais née. Et les gens qui m'ont aidé à surmonter ça, c'était les ONG. Je voyais défiler devant moi les ONG à l'école et dans la jeunesse de l'église catholique parce que j'étais dans le groupe K. Okay. Dans le groupe Kiro à Noiret. J'étais là-bas, Ilengue à Mouinda et consort. Et là-bas, on avait des récollections. À l'école aussi, on organisait des journées portes ouvertes et tout. Et là, j'écoutais les conseils des autres. Et quand je voyais défiler les grandes dames devant moi, à l'école comme à l'université, je me disais, je dois être comme ces dames-là. Moi, je ne veux pas une vie imposée. Je ne veux pas terminer ma vie dans la rue. Je ne veux pas limiter ma vie comme le veut ma grand-mère. Non, je dois avancer. Et c'est la raison pour laquelle quand j'ai fini mes études en 2010, Dieu aussi m'a aidé à obtenir le travail que j'ai actuellement. Je m'étais dit que je devais retourner à l'ascenseur. Déjà en 2010, l'université? Oui, j'avais fini. Je suis L2 de l'ISP Gombe. Okay. J'ai fait la psychologie générale aux humanités et j'ai fait l'ISP Gombe. À l'ISP Gombe, j'ai fait les sciences commerciales administratives.
Ok. Et à un moment donné, quand j'étais à l'ISP Gombe, il y a aussi ma tante qui m'avait chassé de chez elle. C'était même pas chez elle, dans la famille, dans la parcelle familiale, qui appartenait à mon grand-père, qui est mon homo. Alors je devais décider où aller. Et à un moment donné, j'ai vécu chez les amis. Et après, je m'étais retrouvée au home, ainsi de suite. Donc c'est depuis 2017 à ce jour que je vis. Donc je dépends de moi. Personnellement comme ça. Ok, c'est là d'où est venue l'idée de créer votre LASBEL. Oui. Ok, mais vous êtes aussi, je tiens à signaler ici que vous êtes aussi politicienne. Oui. C'était quoi la motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir embrasser la politique? Oui, c'était dans mes démarches là, dans ma vision, parce que dans ma vision, je me disais, je vais d'abord commencer par les ONG et tout. Et à un moment donné, quand je serai en retraite, je pouvais embrasser le monde politique. Curieusement, l'homme propose, Dieu dispose. Je m'étais retrouvée déjà dans les couloirs, si pas dans l'entourage politique, dès mon entrée, dès ma première année d'entrée à l'université. C'était à l'ISP Gombe et là, il y avait les politiciens qui venaient nous demander, nous solliciter à participer dans des réunions et tout. Et j'ai eu le goût de la politique comme ça. Et j'ai adhéré dans mon premier parti politique en 2005. C'était quoi encore le parti politique en question? C'était le PPRD. Le PPRD. En 2005 déjà, j'étais là. Bon, ok. Oui. Et les buts, c'était toujours les mêmes. J'ai dit, comme j'ai surmonté des étapes comme ça, je dois créer cette fondation, je dois créer cette association pour aider aussi les jeunes filles en détresse, pour aider les autres à ne pas baisser les bras, pour aider les autres à ne pas se perdre. C'est pour contribuer, si pas retourner l'ascenseur, retourner ce que j'ai reçu des uns des autres durant mon parcours. Et c'est comme ça que bon, j'ai rencontré la politique sur mon chemin et je fais avec. Voilà. Ok. Alors, Femme excellente pour une société idéale existe depuis 2010. Donc, ça fait 14 ans pratiquement 14 ans d'existence. Mais qu'est-ce que vous avez déjà organisé comme activité, sensibilisation, sensibiliser les femmes, surtout les enfants rejetés et tout? Justement, on fait des orphelinats, on fait des écoles, on fait des marchés. Partout, il y a une forte concentration des gens. On est là. On est partout où se trouvent les gens pour faire des sensibilisations, pour faire des formations, pour faire des mobilisations, pour faire tout ce qui peut amener les gens à avoir l'information et à changer de comportement, si pas à mieux vivre. Nous sommes là pour sensibiliser les gens à leurs droits, ainsi qu'à leurs devoirs, parce que parfois, on se focalise que sur nos droits, tout en oubliant que nous avons aussi les obligations. Et c'est là où nous sommes en train de faire la promotion des changements de mentalité. Voir comment nous pouvons vivre dans la société. Nous enseignons, si pas, nous informons des populations sur les valeurs républicaines qui nous amènent à être des bons citoyens, des citoyens utiles pour contribuer au développement durable de notre pays. Nous sensibilisons sur la santé, sur la sécurité, sur la famille et juste sur tous les aspects de la vie courante. Ok, allez visiter l'orphelinat, les écoles, tout ça. Par quels moyens pauvres? Vous avez une personne qui soutient l'aspect en question ou comment? Ben, d'abord, c'est par des moyens de bord. Vous voyez, la notion des associations dans notre pays est tellement très mal perçue. Si vous appelez les gens pour juste les former ou les informer, ils ont toujours tendance à vous demander l'argent. Je ne sais pas si cela est dû aux organismes internationaux, parce que souvent quand ils appelaient les gens et tout, quand ils appellent les gens ou quand ils appelaient les gens, ils donnaient toujours des petits transports, ils donnaient toujours à manger et tout, et c'est comme ça que
nos pères, quand on les appelle pour leur donner des informations utiles à leur vie, ils nous demandent toujours. Donc, ce qui fait qu'on a du mal même à accomplir parfaitement notre émission. Donc, bref, c'est avec les moyens de bord. Et quelquefois, il y a d'autres organismes qui nous soutiennent, tant soit peu. Très bien. Excusez-moi. Alors, je tiens à rappeler ici que vous êtes politicienne, vous êtes dans un parti politique. Alors, ma question est de savoir, généralement, enfin, le président de la République, l'autre fois, a nommé une dame à la tête de la primature. Et hier, il y a eu élection à l'Assemblée nationale. Nous avons vu Madame Dominique Inamizi. Dominique Mounongo Inamizi. Exactement. Qui a battu Constant Moutamba avec 203 voix. Nous voyons ces derniers temps, il y a des femmes dans des institutions. Mais ma question est de savoir, pardon, qu'est-ce qui justifie les quotas faibles des femmes? Généralement, les femmes dans la politique sont sous-représentées. Qu'est-ce qui justifie ces quotas faibles de femmes? C'est vrai que le président de la République cherche comment à honorer aussi les femmes, à intégrer aussi les femmes dans les institutions. Excusez-moi de puiser toujours dans ma petite expérience de vie. Il y a une faible participation des femmes parce que la femme a des lourds fardeaux à porter sur elle. Prenons un exemple, un cas typique. Nous allons à l'école, moi et mon grand frère ou mon petit frère, qui est un garçon et moi une fille. Quand on rentre de l'école, les garçons peuvent se permettre d'aller se reposer, soit d'aller jouer. Et moi, la fille, je dois juste enlever mon uniforme et me retrouver dans la cuisine. Exactement. Pendant que les garçons ont le temps de jouer, de se reposer et de revoir ses notes. Mais moi, maman doit montrer à la femme comment préparer, maman doit montrer à la femme comment mais maintenant, là, c'est faire la lessive, la vaisselle, tout ce qui va avec. Avec la mondialisation, il n'y a plus du travail réservé pour les hommes et des travaux réservés pour les femmes, non. Tout le monde peut faire presque tout, sauf des tâches spécifiques telles que mettre au monde. Ce n'est qu'une femme qui peut mettre au monde et non un homme. Donc ça veut dire que en ce qui concerne les travaux ménagères, actuellement là, tout le monde peut les faire. C'est-à-dire quand nous venons de l'école, il y a la jeune fille, il y a les jeunes garçons, ils partagent les travaux et comme ça, et tous auront le temps de se reposer. Deuxièmement, quand il y a un garçon de 15 ans ou de 17 ans qui engrosse une fille de 16 ans, celui qui engrosse a la possibilité de continuer de poursuivre ses études. Pendant que la jeune fille, souvent, après avoir mis au monde, sa vie bascule. C'est très difficile de relever une fille qui est déjà mère et puis l'amener encore à reprendre le chemin de l'étude et tout. Avec la pauvreté, elle doit chercher la nourriture pour son bébé et consort. C'est ce qui fait que les taux de participation de la femme en politique, ça régresse à chaque niveau. C'est la raison même d'être de nos associations. Je ne parle pas seulement des FESI, Femmes Excellentes pour une société idéale. Je parle de toutes les associations qui travaillent dans la promotion du genre, qui travaillent dans la promotion de la jeunesse féminine. Donc ça veut dire que nous devons travailler pour amener les parents, si pas les responsables et les tutelles, à bien encadrer ces jeunes filles. Et surtout, quand cette jeune fille se retrouve enceinte, sans ses deux parents, soit sans l'un de ses parents, c'est toujours difficile. Elle a du mal à se relever. Peut-être elle vivait sous tutelle de son oncle ou de sa tante. Et quand elle fait ça, quand elle commet cette erreur, alors c'est un bon débarras. C'est le moment favorable de se défaire d'elle, de la renvoyer comme ça. Et c'est comme ça que vous allez voir même à l'école, il y a plus les hommes qui excellent que les filles. Et ça c'est d'une part. Et d'autre part, il y a aussi de la négligence. Nous, les femmes, parfois, on est aussi négligentes. Donc, on peut comprendre aussi que la responsabilité est partagée, les parents et la fille en question. Oui, et la fille en question. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit,
la jeune fille, elle préfère bien acheter les cabellos au lieu d'acheter les syllabus. Elle préfère bien s'acheter des habits, des grands prix au lieu de chercher à se former davantage pour se perfectionner et puis être capable de relever les défis et de répondre aux futures responsabilités. Voyez un peu. Donc, ce qui fait que nous travaillons en amont et en aval. Nous travaillons et avec les parents et aussi avec la conscience de la personne. Car, dit-on, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça, c'est la deuxième cause. La troisième cause, c'est l'égoïsme aussi de l'homme. Comment expliquer, allez-y? Il y a des femmes capables. Il y a des femmes qui remplissent les conditions pour être promues. Cependant, il y a les hommes qui ne veulent pas laisser la femme, de la place à la femme. Vous venez de me parler de l'actuelle Assemblée nationale, de l'actuel bureau de l'Assemblée nationale. Oui, nous sommes contentes, mais pas à 100%, parce que la parité n'est pas encore effective. Partout. Maintenant, nous voyons avec le régime du président de la République. La parité n'est pas encore effective. Maintenant, il y a des femmes dans des institutions et tout. Excusez-moi, madame. Allez-y. Il y a des femmes, mais il faut compter les taux. Les taux de ces femmes-là et leur position. Aujourd'hui, avec la sortie du bureau définitif de l'Assemblée nationale, vous allez voir qu'il y a 3 hommes au-dessus. Exactement. Et les femmes viennent en bas. Alors que tout ce que nous voulons qu'elles puissent participer aux sphères. Elle doit être dans les sphères des prises de décision. C'est-à-dire, quand il y a la présidence, une femme doit se retrouver là. Si elle n'est pas présidente, elle doit être parmi les 2 vice. C'est ce qui crée Comme ici au Congo, il n'y a pas de vice-président. C'est ce qui crée quand même la vraie équilibre. C'est ce qui sera dirigé par Madame. Je parle à la présidence, il y a Vital Kamerhe, non? De l'autre côté, il y a un homme. Et de l'autre côté, un homme. Alors que sur les 2 vice-présidents, normalement, on devait réserver une vice-présidence la femme pour la femme. Donc, vous voyez, je parlais d'abord, ce sont les us et coutumes qui ne favorisent pas la jeune fille d'avancer. Et deuxièmement, il y a d'abord la femme elle-même qui doit prendre de plus en plus conscience. Elle doit devoir disséquer l'utile à l'agréable. L'utile et l'agréable. Elle doit toujours prôner ce qui est utile et attendre l'agréable, soit mettre l'agréable au deuxième. Mais généralement, c'est aussi la femme, surtout dans la politique, la femme se retire, je dirais comme ça. La femme s'est dit peut-être écoutez, pour être à la tête, on doit avoir un homme toujours comme président d'un parti politique. Et ça ne sera pas possible pour une femme de diriger des hommes et tout ça. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, d'abord, il y a la responsabilité de la femme. Mais à côté de la responsabilité de la femme, il y a aussi la responsabilité des hommes. Les hommes n'ont pas cette volonté-là de nous laisser la place. D'où nous devons toujours... Mais la femme doit dire d'abord qu'il est capable. Je suis capable, je peux faire ça. Pensez-vous que tous les regroupements qui ont présenté ces candidats n'avaient pas de femmes capables? Je ne pense pas. Ce sont les hommes qui se mettent au premier niveau, qui se mettent à la première place. Ce qui fait que les femmes doivent toujours, nous devons toujours nous battre, nous devons toujours nous battre en amont et en amont et en aval, c'est-à-dire nous devons nous former, nous devons avoir les compétences et entre-temps aussi nous devons aussi savoir revendiquer ce qui nous revient des droits. Coup de chapeau au président de la République. Bon, nous sommes Ensemble pour la République, nous sommes l'opposition républicaine. Je pense que vous avez déjà eu à avoir beaucoup d'émissions avec moi. Et ça, c'est un point positif pour les présidents. Dénommer son Excellence, Madame la Première ministre Judith. Alors, nous sommes satisfaits pour ça. Mais pour l'Assemblée nationale, déjà, même s'il y a 3 femmes contre 4 hommes, nous parlons de la position. C'est quand même bien. Ce n'est pas rien. C'est ce que j'ai dit, c'est pas rien. Nous avons encore du chemin à parcourir. Mais c'est bon quand même. Mais notre souhait, c'est que nous devons nous retrouver à tous les niveaux. À tous les niveaux des sphères
des prises de décision parce que ce qui s'est fait Ça sans nous, viendra quand même. ce ça qui s'est viendra. fait sans nous est contre nous. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de sensibiliser la femme à acquérir davantage des compétences pour affronter ce qu'elle aspire comme responsabilité future. Exactement. Alors, il y a 3 femmes au sein de l'Assemblée nationale, il y a une femme à la tête de la primature, il y a 2 femmes dans des institutions de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a combien de pourcents de femmes qui incarnent justement les leaderships féminines? Moi, je pense que la majorité des femmes nommées à différents postes, je pense que toutes ces femmes-là se battent pour élever les défis, pour porter haut la voix de la femme, pour être irréprochable, pour être compétente, pour faire l'honneur de nous, leurs pères, femmes. Donc, quand même, par-ci, par-là, on a nommé les femmes, mais nous voulons que cette parité soit vraiment effective. Alors, 64 ans après, quelle doit être la part de la femme au sein des institutions, 64 ans après? Donc, la femme doit être l'actrice principale du changement aux côtés des hommes. Parce que nous ne pouvons rien faire sans les hommes. Maintenant, là, quand on parle du développement, on ne voit plus les sexes, on voit la tête. Exactement. Ça veut dire que, de la même façon que nous étudions ensemble, en général, on a les mêmes programmes, même s'il y a des lycées, des collèges, mais on a les mêmes programmes scolaires. On a les mêmes programmes au niveau des universités et que sais-je encore. C'est de la même façon qu'on doit avoir les mêmes responsabilités à tous les niveaux. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous dire, depuis l'indépendance à ce jour, il y a quand même une évolution significative des conditions, si pas de la participation de la femme dans la vie politique, sociale et sécuritaire du pays. Au sein de votre parti politique, la femme domine le pourcentage? Dans notre parti, je pense que c'est presque comme ce qui se passe au niveau national. Il y a des femmes qu'on est en train de promouvoir. Vous voyez, chez nous, le président, c'est un homme. Et il y a aussi le président du groupe parlementaire de l'opposition qui est aussi un homme. Le porte-parole du groupe parlementaire de l'opposition, c'est aussi un homme, vous voyez. Maintenant, là, Pourquoi pas mettre des femmes à la tête? Mais maintenant, là, on vient de mettre aussi, on vient aussi de promouvoir une femme à la tête, qui est la personne de la princesse Dominique Munongo Inamizi. On l'a aussi promu. On a recommandé son nom, ce qui n'était pas le cas dans tous les partis politiques. Vous voyez, sur 7, il y a quand même 4 partis qui ont recommandé des hommes. Mais nous faisons partie de ces 3 rares partis qui ont promu, qui ont proposé des candidatures féminines. Donc, ça veut dire que même dans Ensemble pour la République, ça évolue quand même bien. Ça évolue bien et ça nous rassure, ça nous motive en même temps. Ok. Est-ce que Madame Dominique sera en mesure de pouvoir élever les défis? Oui, je suis sûre et certaine qu'elle relèvera les défis parce qu'elle a un sens très élevé d'engagement. Elle sait ce qu'on appelle l'engagement. Elle est très rigoureuse, même envers elle-même, pour réaliser ses objectifs. Ça veut dire que elle veut toujours laisser son empreinte. Déjà, avant de répondre, il faut retourner en arrière pour voir ce qu'il a fait déjà pour le parti politique. Et puis, on peut espérer aujourd'hui qu'elle sera en mesure de pouvoir élever les défis et faire quelque chose, surtout pour les Congolais. Mais surtout pour la femme, ça il faut souligner. Merci beaucoup. Si déjà à 21 ans, elle était à la tête du CEDEF, qui était le centre de développement de la femme, qui luttait contre la pauvreté de la femme et de l'enfant, qui donnait de la formation professionnelle. Et pour lutter contre le chômage, ces centres même donnaient des microcrédits à ces femmes-là pour les aider à s'épanouir. Vous ne trouvez pas qu'elle était déjà engagée?
née déjà dans une dynastie parce qu'elle est une princesse. Son père, c'était un ancien ministre de l'Intérieur, Godefroy Munongo. Ok. Alors, ça veut dire que déjà, à partir de sa famille, on lui a inculqué des valeurs de servir. C'est la princesse au service du peuple et de la population. Donc, elle va relever et vous serez encore fiers d'elle. Quand je reviendrai. Ça a été toujours comme ça. Et puis, après, nous vivons autre chose. Hein? Ben, elle n'est pas dans les paraître. Elle est dans les être. Elle est authentique. Elle sait ce qu'elle veut. Ses objectifs sont préalablement définis. Très bien structurés et très bien ciblés. Donc, voilà un peu. Elle, avec elle. Elle fera la différence. Et surtout que c'est une femme au milieu des hommes. Tout elle à fera fait. Justement. Oui. Espérons qu'elle fera vraiment la différence. Amis téléspectateurs, je tiens à rappeler que sur ces plateaux, je suis avec Madame Stéphanie Kitoumé. Kitoumé. Kitoumé, je ne sais pas comment aujourd'hui, je vais massacrer votre nom, je suis désolée. Kitoumé, elle est fondatrice de l'ESBEL, c'est Femme excellente pour une société, FESI. Exactement, c'est avec elle que nous sommes en train de vous accompagner en ce moment. Alors, déjà, petit à petit, on doit chuter dans quelques minutes. Madame Stéphanie, j'ai une question de curiosité. Les femmes qui restent à la maison, les femmes qui disent que, écoutez, ben moi je ne peux pas peut-être embrasser la politique, je ne peux pas embrasser peut-être l'entrepreneuriat, tout ce qui va avec, je dois rester à la maison, dépendre de mon homme. Quel message avez-vous pour ces genres de femmes? Si nous devons être sincères, selon l'origine de la famille, la femme doit exercer son ministère dans sa maison. Ok. Ça veut dire que dans sa maison, là, ce n'est pas en restant tout le temps devant son téléphone. Non. Allez-y. C'est en travaillant. Les enfants vont à l'école et doivent s'assurer que la maison est très bien rangée, sa cuisine est propre, tout est bien mis, chaque chose à sa place. Il y a les habits de ses enfants, il y a ces six-là. C'est ça même les rôles originaux de la femme au foyer. Mais malheureusement, avec la mondialisation, avec la crise mondiale, les salaires des hommes n'arrivent plus à nouer les deux bouts du mois. C'est ce qui fait que nous encourageons les femmes qui ont des petits-enfants d'exercer des métiers genre libéral. Okay. C'est pour les permettre de bien prendre soin des petits et d'exercer leur métier. Par exemple, si vous avez votre propre hôpital, vous êtes médecin, vous vous réveillez les matins, vous occupez bien de votre petite maison et tout, et puis vous allez au cabinet, à un moment donné, vous rentrez encore à la maison et veillez à ce que cet hôpital-là ne soit pas loin de la maison. Ça va vous aider à assurer la sécurité de la maison. Hélas, tout le monde n'a pas les moyens de se faire sa propre société. On est obligé d'être engagé, on est obligé d'entreprendre d'autres petites choses et tout. Donc, ce qui fait que la femme doit juste comprendre c'est quoi sa vocation. C'est quoi son talent. C'est quoi ses prédispositions naturelles, comment découvrir naturelles qu'elle peut facilement développer. On les découvre, c'est en posant des questions aux autres. Par exemple, nous, à l'ISB Gombe, on a ici ce qu'on appelle les cours d'orientation scolaire, professionnelle et scolaire, voire l'orientation scolaire et professionnelle. À partir des atouts naturels que présente l'enfant, on saura facilement dire que cet enfant, il peut être doué dans ça ou dans ça. Même à la maison, il y a les femmes, aujourd'hui dans des pays développés, et d'ailleurs même ici à Kinshasa, il y a les femmes là qui ne vivent que des salons de coiffure. Et là, ces dons-là, des bien coiffés. Il y a d'autres là qui vivent de la couture, de la coupe et couture. Il y a d'autres femmes là qui vivent de leur art oratoire, soit
leur art d'écrivain, tout ça là. Alors, c'est question seulement de découvrir votre potentiel et de suivre ces chemins-là. Vous allez rencontrer, si pas trouver l'issue de votre existence. Très bien. Vous allez regarder votre caméra. Quels sont vos projets d'avenir? Notre projet d'avenir, c'est d'impacter davantage. Ce que nous faisons, c'est quand même quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Parce que la femme n'est pas suffisamment, si pas la population n'est pas suffisamment informée. Par exemple, sur la drépanocytose. Vous voyez, dans nos communautés, il y a déjà moins de centres médicaux ou des centres d'analyse où les gens peuvent aller, accéder facilement et faire des examens, ce qu'on appelle des examens prénuptiaux. Moi, c'est parce que j'étais trop accro aux émissions, radio, télé. Effectivement, à notre époque, là, pendant la journée, on ne mettait pas du n'importe quoi. Il y avait un programme, là, très bien structuré. Et c'est ça même l'objet de la télévision. Quand on dit télévision, c'est un mot anglais qui signifie tell me your vision. Télévision. Donc, tell me your vision. Donc, raconte-moi ta vision. Et c'est comme ça que même nos autorités doivent très bien regarder, ils doivent très bien revoir ce qu'on nous montre à la télé. Parce que ce qu'on nous montre à la télé, c'est ce que nous devenons demain. À l'époque, là, il y avait des émissions, on luttait contre la drépanocytose et tout. Et moi, j'ai regardé, j'étais curieuse parce que je n'étais pas infectée, mais j'étais affectée, étant donné que j'avais des cousins qui souffraient des maux des os, ils avaient toujours des maux comme ça et tout. Et quand je voyais défiler les gens devant des télévisions dire que non, la drépanocytose, j'étais intéressée. Comment éviter ça? Ça m'a intéressée. Non, il faut faire des examens et tout. Moi, j'étais jeune, j'étais encore étudiante. Heureusement, j'avais un ami qui travaillait à l'UBTP. Ah, pas l'UBTP. Là, on fait les examens. L'INRB. Voilà. Ah, INRB. Okay. L'INRB, quand je suis allée là-bas, on m'a informé que non, madame, vous êtes AS. C'est comme si c'était une très mauvaise nouvelle. J'étais affaiblie complètement. Alors que jusqu'à ce jour, on m'a jamais perfusée. Ok. Je n'ai jamais eu des... On m'a jamais transfusée, allais-je dire. Perfusion, oui, mais on m'a jamais transfusée. Alors, quand j'ai su mon statut, directement, ça m'a permis à éviter d'aimer ou d'épouser les gens qui étaient de ma catégorie, c'est-à-dire des gens qui étaient AS comme moi, pour m'éviter d'avoir les probabilités d'avoir les enfants SS. Et heureusement, gloire à Dieu, tous mes enfants sont AA. Gloire à Dieu. Voilà. Parce que j'ai su choisir. Une école de maman Olive Lembe aussi qui s'occupe des drépanocytaires. Mais ça ne suffit pas. L'étendue du territoire national étant très large, nous devons entrer dans l'arrière-pays. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer des enfants drépanocytaires qui sont en train de souffrir d'abord. Nous sommes en train de vivre dans des conditions ultra inhumaines. Et à cela ajouter les cas des enfants anémiques, je vous dis que c'est invivable. Et c'est comme ça que ces genres d'enfants sont accusés faussement et facilement d'être des sorciers, des sources de problèmes, des sources de malheurs de leur famille. Et vous voyez que vous mettez au monde des gens que vous faites souffrir. Alors que même devant Dieu, c'est mais les injuste. parents aussi, c'est vrai que nous sommes déjà à la fin, là on doit clôturer. Mais moi je dirais que les parents aussi doivent éviter peut-être, une maman doit éviter un partenaire qui est aussi drépanocytaire ou... Je parle des centres, il n'y a pas assez de centres. Peut-être quelqu'un qui est dans des fins nous savons qu'il n'y a pas de centres. Il n'y a pas assez de centres. Ce sont des choses aussi à éviter. Donc peut-être pendant la période, pendant le processus de mariage, il faut aller voir le médecin. Vous savez vous-même ce qui se passe chez nous. Est-ce qu'il y a vraiment... Combien de mariages il y en a des mariages qui sont conformes à la loi? Il y a à peine. Madame Souvent, Stéphanie, ce sont les gens qui se rendent... Non, c'est juste pour vous dire qu'il y a du travail. Nous invitons l'État, nous invitons les particuliers, nous invitons les gens de bonne foi de nous accompagner dans notre combat, dans notre lutte d'informer la population, dans notre lutte de passer sur les plateaux de télévision. Vous avez un projet d'encadrer des drépanocytaires?
Ok. Pas d'encadrer, de prévenir. D'accord. Donc, de prévention, nous avons vraiment besoin des partenaires pour nous soutenir dans notre combat, dans notre lutte, des formations, d'informations, et si pas d'accompagnement de tous ceux qui se trouvent dans des conditions difficiles et pénibles. Très bien. Donc, voilà un peu. Merci d'être venue, Madame Stéphanie. Nous sommes à la fin. Je crois que et ça ne sera pas la dernière fois. Voilà, j'ai dit un grand merci à l'équipe technique, amis téléspectateurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se verra prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Qui pense femme. Ciao. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Audio Jungle.